Bonjour à tous et bienvenue dans Les Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Alors, Romain se posait la question s'il était dans le cadre. Je ne sais pas si on l'a eu au démarrage, vu que les micros étaient ouverts. T'es bien dans le cadre, Romain, parce qu'aujourd'hui, on est un peu plus nombreux. Tout le monde s'est battu pour participer sur l'épisode. On avait pas mal de choses à se dire. Donc, tant mieux, ça va être un épisode riche. On est sur l'épisode 34 des Têtes dans le Cloud. On progresse tout doucement. On est au mois de juin 2026 et vous allez voir, il s'est passé 1 milliard de choses depuis l'épisode 33, tout simplement. Alors, au sommaire, ce jour, on va évoquer avec Kevin Cowork, ça y est, mais pas gratuit. Pas est tombé. Ça y est. Oh là là, je t'en veux, Kevin. Ensuite, on ira voir du côté de chez Anthropic, Fable, le conte de fées, parce que je crois que ça ne peut pas mieux décrire ce que l'on vient de vivre la semaine dernière également. On ira ensuite avec Maxime qui nous rejoint aussi aujourd'hui. Et je l'avais dit, je voulais pas aller sur ce sujet la dernière fois, je l'avais évoqué parce que j'avais peur de le traiter qu'à moitié. Et notamment, on en avait parlé lors de l'épisode spécial de la build, l'apparition de GitHub Copilot App. Je crois que c'est le terme, si je dis pas de bêtises. Et tu nous diras, Maxime, si c'est une révolution ou pas. Et on en a parlé au café. Je crois que tu étais très enthousiaste. Je ne veux pas en dire plus. Romain, pas mal de changements. Alors là, toutes les semaines, Copilot Studio, nouvelle expérience, nouvelle interface, nouveau tout. Je crois que tu nous as préparé, tu as réussi des petits screenshots et tu as plein de choses, et on rigole parce que ça n'a pas été facile de ce que je comprends, et tu as plein de choses à nous raconter, donc on ira voir du côté de chez Copilot Studio toutes les nouveautés du jour et qui sont extrêmement fraîches. Tout ce qu'on se dit par GitHub Copilot App qui a été annoncé il y a 2-3 semaines maintenant, si je ne dis pas de bêtises, est extrêmement récent. Et on finira avec Khaled, du coup, pas mal de nouveautés sur Fabric, pas de FabCon en ce moment, mais le produit continue, devient de plus intelligent, plus mature, et tu nous as préparé un petit récap pour conclure. On va essayer d'être efficace sur ce programme. Grosse news d'hier, du coup, donc du 16 juin 2026. On va parler avec toi, Kevin, de Copilot Cowork. Tu vas nous rappeler rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que c'est et quelle a été la nouveauté de la veille, les nouveautés de la veille. Yep. Alors, pour rappel, comme ça, on arrache le pansement petit à petit. Cowork, c'est un agent qui est une alternative en fait à Cloud Cowork, mais dans l'écosystème Microsoft 365, qui est un agent qui, en fonction de ta demande, va établir la meilleure stratégie et mobiliser les compétences à sa disposition pour répondre à ton besoin. Donc très puissant, et ça a vraiment fait passer Copilot dans une dimension à part, parce qu'on pouvait lui donner des réelles tâches en fait du quotidien très complexes, donc une vraie délégation de tâches. Avec plusieurs fichiers de sortie, plusieurs sources, lui dire tiens, je dois faire un plan stratégique, sors-moi un fichier Excel avec des données de test, des dashboards interactifs, un PowerPoint, un dashboard, il fait tout à la suite, et c'est pas du cas par cas. Non. Du coup. Et puis il avait une vraie force de compréhension, parce que tu vois, quand tu donnes un PowerPoint à Copilot, à une IA, elle va faire entre guillemets du RAG pour le document pour le lire. Et en fait, même quand moi je lui donne des PowerPoint ou des présentations à analyser, c'est qu'il va même les convertir en images pour les, entre guillemets, voir. Et donc, en fait, parce que derrière, en fait, c'est pas que de l'IA qui lit, c'est aussi une capacité à écrire son propre code pour faire des tâches extrêmement complexes qui demandent d'inventer tes propres logiciels ou tes propres scripts. Et du coup, cette capacité-là fait que, en plus de l'IA qui est forte, il fait des choses typiquement, tu lui dis, regarde les images dans mon doc PowerPoint et commente-les. Il va développer son script pour comprendre ton image. Ou même pire, il va regarder les formes. Oui. Et en fait, parce que souvent, le problème que tu as quand une IA lit un PowerPoint, c'est qu'elle lit les textes dans le PowerPoint. Là, en fait, tu lui dis, mais attention, c'est un PowerPoint avec des schémas. Il va le convertir en images, regarder et analyser les schémas. Et du coup, ça change tout. Quoi. Ce qu'il faut comprendre, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'enthousiasme, et on va commencer par ça, c'est que d'un point de vue rupture technologique et impact, on est à peu près sur ce que les développeurs vivent avec GitHub Copilot. C'est-à-dire cette capacité aujourd'hui. On t'a perdu, Antoine, sur les cams, j'ai l'impression. Ouais. Il râle. Oui, on est pas cool. On t'a tout envoyé il y a 5 minutes.
Et je m'en excuse. C'est chaud en régie, Non, c'est pas que la ce que je température. disais, c'est que pourquoi on est enthousiaste, c'est que là où un développeur apprend à travailler aujourd'hui avec GitHub Copilot Pro en laissant tourner des tâches, en faisant d'autres choses en même temps, en itérant un peu ce nouveau mode de travail, on le découvre vraiment côté cowork. Quand on construit des slides de soutenance, de conférences ou tout autre document technique de nos métiers qu'on a besoin de produire, on a vraiment ce côté de ça sort quelque chose d'extrêmement quali, pas parfait, donc on itère, donc on rajoute, on commente et on a l'impression vraiment de co-travailler pour une fois. Et d'ailleurs, on travaille sur le même fichier qui est itéré en ligne via le stockage OneDrive, etc. Donc on réapprend l'expérience de boulot, alors qu'avant on était plutôt dans le côté vraiment assistant. Je te demande une tâche, tu me produis un résultat qu'un doc qui va pas, donc je te la redemande différemment, et voilà, etc. Là, on a ce côté beaucoup plus itératif et extrêmement puissant. Ça a changé complètement ta façon de travailler. Et en fait, face à ça, en parallèle, tu avais l'augmentation des tarifs de Cloud Cowork, tu avais le changement de facturation de GitHub Copilot avec l'augmentation des tarifs liés au modèle, et beaucoup de clients, et nous-mêmes aussi, on se demandait, mais comment est-ce que font Microsoft pour intégrer Cowork sans surcoût à Copilot? Parce que jusque maintenant, pour l'avoir, il fallait activer le mode frontière chez soi. Les modèles anthropiques. Et autoriser les modèles anthropiques parce que basé dessus, donc côté admin, et du coup avoir une licence Copilot. Et c'était tout. Donc, mais c'était une aubaine pour le coup par rapport à l'explosion des coûts sur les modèles. Et là, du coup, il y avait des rumeurs, mais là qui ont été officialisées vraiment, j'allais dire l'année dernière, bah non, hier. Alors ne commence pas par ça parce que ça n'a pas été présenté comme ça. L'annonce d'hier, présenté par Microsoft, c'est ça y est, Copilot Cowork est en GA. Tout à fait, c'est vrai que ça a commencé comme ça. La com officielle de Satya Nadella, c'était disponible. C'est bon, c'est plus en de la frontière, c'est disponible. Pour tout le monde. Vous pouvez l'utiliser dans votre entreprise librement parce qu'il y a les SLA maintenant, etc. Copilot Cowork est enfin en GA et on a eu toutes les coms sur LinkedIn, Twitter, etc. Sur X. Ensuite, Twitter, j'ai dit Twitter, voilà. Pardon. Donc, ensuite, ils ont indiqué, avec cette GA vient un nouveau modèle de pricing associé à Cowork, parce que du coup, maintenant, le service devient un service payant à la consommation. Donc, vous avez en prérequis la licence M365 Copilot qui est nécessaire, et il faut activer un plan de facturation pour que Cowork soit fonctionnel. C'est ce qu'on a eu sur GitHub Copilot niveau dev. Vous étiez préparé un peu à l'avance. Donc, il y a aujourd'hui donc la facturation se passe par rapport à des crédits. Donc, on va y venir, mais en fonction des actions qui vont être faites, ça va consommer N crédits. Et ces crédits sont convertis en euros. Donc, un crédit, c'est 0,01 euro, $. 1 centime. 1 centime, voilà. Et sinon, on peut acheter le fameux plan P3 dont on avait parlé. Exactement. Il y a 2-3 émissions de ça. Donc le plan P3, pour rappel, c'était une offre, en tout cas un plan d'accompagnement conjoint entre la conso en token côté Azure et les crédits Copilot. Qui était de dire, peu importe ce que tu veux faire, à un moment, tu as un bundle, tu viens puiser finalement un peu du token du compute dedans de manière transparente. Et c'est aussi des crédits Copilot, donc les crédits Copilot Studio inutilisés peuvent être utilisés désormais. Info importante. C'est ça. Du coup, maintenant, pour savoir si, Antoine, merci d'avance si tu as déjà pu intégrer l'image, la manière dont Microsoft le met en avant, c'est, en gros, ils ont décomposé les cas d'usage qu'on a avec Cowork en 3 grandes familles. Des tâches légères, des tâches moyennes et des tâches lourdes en termes de complexité et en termes de données qui sont manipulées. Pour eux, une tâche légère, c'est quoi? C'est quelques sources, niveau de raisonnement bas, exigé de la part auprès des modèles, et avec un output maximum. Un medium task, c'est plusieurs sources, avec un raisonnement un peu plus complexe, et là, aller jusqu'à 2 outputs. Et le heavy task, c'est beaucoup de sources, donc typiquement, aller chercher des mails, du Teams, des documents, des dashboards, enfin, un peu WorkIQ au final. Un raisonnement plus avancé, et là, plein d'outputs. Ça peut être ta fameuse soutenance PowerPoint avec le chiffrage associé, plus ton petit dashboard pour piloter, pour suivre un peu tes chiffres. Et en fonction de ces cas d'usage, ils estiment la consommation de crédit Copilot que ça va générer. Donc, pour des tâches légères, ils disent que eux, d'après leurs études, ça serait entre 100 et 300 crédits. Pour des tâches intermédiaires, c'est entre 400 et 700 crédits. Et pour des tâches lourdes, c'est plus de 700 crédits.
Sachant que là, ces Donc hypothèses... 100 et 300, on divise tout par 10, 100. par 100 du Par coup, 100. c'est ça. Et C'est ça. donc c'est entre 3 et 7, entre 1 et 3 euros, 1 et 3 euros, entre la 4, tâche. la tâche. La Le tâche. prompt. Le Ça prompt. fait mal. Donc, à ça, alors... Le prompt lancé une fois sans itérer plusieurs fois Sans dessus. itérer, bah oui. Ouais. Et aujourd'hui, ces hypothèses-là, elles sont faites par rapport au modèle anthropique, donc Opus 4.8, vraiment le scénario le plus élevé. Alors, à ça, Microsoft, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'en JE, aujourd'hui, Cowork tourne toujours avec Opus 4.8 et Sonnet 4.6. Déjà. Donc, en fonction du modèle, la facturation va varier. Et en parallèle, pour les personnes qui sont restées en frontière et qui ont activé le pay-as-you-go entre-temps, vont avoir une version de Cowork qu'ils appellent Cowork One, qui va utiliser plutôt le modèle de GPT 5.5 pour pouvoir tourner et qui disent offrir le meilleur compromis qualité-prix. Bah, en fait, alors c'est vrai, hein, parce que moi j'ai fait un test qu'il ne faut pas faire, mais j'ai juste dit bonjour. Et ensuite, il y a une commande qu'on peut taper /cost. Qui est en preview pour l'instant. Voilà, sur la partie preview. Donc bonjour avec 4.8, c'est 22 crédits. Donc 22 centimes le bonjour. Le prix de la politesse a un prix. Dans Cowork. Dans Cowork. tout à Donc fait. la politesse a un prix. Parce qu'ils considèrent que c'est un prompt. Voilà. Ah, c'est un Mais ça bon, parce que... C'est pas le mot, c'est le fait que tu qu'il lui me demandes réponde. une tâche de réflexion qui est qu'est-ce que je réponds à bonjour. Alors, c'est vrai, pour rappeler aux gens, juste par contre, l'IA ne mesure pas que le résultat. L'IA, c'est la somme de l'entrée plus de la sortie, Oui, c'est ça. au passage. Donc, juste bonjour, 22 crédits en 4.8 opus. 4.6 sonné, 11 crédits, divisé par 2. Deux fois moins. Et GPT 5.5, il est pile entre les deux, mais c'est genre la moitié entre les deux. Donc, si vous avez 10 d'un côté et 20 de l'autre, il fait 15. Ah. Donc, ça, c'est assez intéressant. Quand ils te disent que c'est au milieu, c'est mathématiquement au milieu. Yeah. Alors moi, je suis un grand fan de GPT-5, donc parce que je l'utilise à côté, donc je l'apprécie. J'ai pas encore beaucoup de règles en GPT-5 sur la création dans Cowork parce que ça nécessite de coder du Python, etc. automatiquement. Et Claude, c'est le dieu du Python en vibe coding, donc j'attends juste d'un peu plus de tester le 5.5. Si on là-dessus. analyse là ce que Kevin tu nous as dit, Yes. donc les 3 types d'actions. Ouais. Il y a des choses à la lecture qui peuvent être rassurantes parce que typiquement moi une des choses que j'ai regardé c'est dire l'output. L'output souvent quand je demande quelque chose, il y en a qu'un. Je demande une presse. Mhm. En fait, j'ai pas 1000 outputs, il me produit qu'un doc PowerPoint. Quand tu regardes les prompts qui sont proposés, parce qu'à l'écran, vous avez des prompts, Ouais. ils mettent l'exemple d'une recherche approfondie, etc., sur des données financières. C'est pas non plus forcément ce que tu fais. Typiquement, voilà, tu recherches pratique, etc., mais pas tout le temps approfondi. Par contre, quand tu regardes l'input, le nombre de sources, à partir du moment où on travaille sur WorkIQ dans notre écosystème, souvent la source, c'est Plein de choses. plein de choses. Mes mails, mon Teams, mes PowerPoint, etc. Et je lui demande jamais d'ailleurs de faire une séparation. Il va chercher l'info dans mon écosystème M365 où qu'elle soit, et c'est ça qui me fait gagner du temps. Donc là, il y a une vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que on est forcément en tâche complexe parce qu'on est dans M365 et qu'il va chercher l'info partout, ou est-ce que finalement, c'est WorkIQ, c'est une source? En fait, pour ça, à date, on ne saura pas. Parce qu'il faut... Il se peut que tu n'aies pas de réponse. C'est ça, pour ça, on ne saura pas. vient d'être annoncé. Moi, j'ai quelques remarques là-dessus, parce que pareil, c'est un peu comme le deuil, tu sais, tu passes par différentes phases. La surprise, la colère, etc. La phase d'hier, quand même, c'est que ça marchait plus et on essayait tous de générer les dernières les dernières Alors, campagnes. il y a plusieurs remarques par rapport à ça. Déjà, si on termine de parler de la fonctionnalité et tout, après un peu plus réflexion plus approfondie, c'est que pour les personnes qui n'ont pas activé Cowork, si jamais ils l'activent depuis hier, donc à partir de maintenant, il faut activer le pay-as-you-go pour que ça fonctionne, sinon ça ne marche pas. Pour les personnes qui, comme nous, avons utilisé en frontière, on a une période de grâce jusqu'au 1er juillet où du coup tu peux continuer d'utiliser Cowork. À partir du 1er juillet, par contre, si tu n'as pas de plan pay-as-you-go, ou P3 ou des crédits. Il était bien ralenti hier. Voilà, mais ça marche. C'est gratuit pour vous actuellement. Là. Jusqu'au 1er juillet. D'accord. Pour toutes les personnes qui ont activé en frontière. Ouais. Donc ça te laisse du temps pour te retourner. De répit. Ensuite, par rapport à tout ça, il y a plusieurs réflexions là, à date qui me viennent. C'est que déjà, c'est de remettre un peu en lumière des fonctionnalités de Copilot qui existent et qui font très bien le job. Parce que c'est vrai qu'on a pris la facilité d'utiliser Cowork parce que vraiment c'est super, ça fait un super job et puis on peut les déléguer les tâches, il y a un sens de réflexion qui est quand même un peu plus intéressant et on est tous tombés amoureux de ça.
Mais par contre, pour la production de slides en tant que tel, le nouveau mode, par exemple, de modification, donc anciennement appelé mode agent dans PowerPoint, fait très bien le job aussi. Certes, ça demande un peu plus de préparation pour le prompt parce que tu dois idéalement faire un petit peu ton travail de préparation, de correctement structurer et tout. Typiquement, là où je demande au passage, moi, d'aligner la charte graphique, je pourrais Très prendre bien le le faire côté contenu modification. produit et aller dans mon Copilot normal, C'est ça. faire la modif sur la charte graphique. Et ça parce que ça ne demande pas un énorme effort. C'est ça, et ça va recentrer en fait le fait que déjà, dans la partie Copilot, on peut mettre des kits de marque avec toutes les directives. C'est vachement bien fait maintenant, parce que ça se fait automatiquement côté Copilot. Donner ça au mode modification, et en fait, il fait le job. Donc, ça va obliger de se dire vraiment quand est-ce que j'ai besoin de cowork versus là où est-ce que je peux m'en sortir, en fait, alors certes, avec une ou deux interactions dans les fonctionnalités qui sont natives côté Copilot. Il y a déjà ça. Il y a aussi correctement prompter et pas utiliser la facilité de dire à Cowork débrouille-toi avec tout ce que je t'ai donné ou débrouille-toi avec mon contexte de graphe et fais-moi ma présentation. Et du coup, obligé à faire plusieurs itérations qui vont forcément coûter plus cher. Ou ça va te permettre d'être beaucoup plus strict. C'est un peu ce qu'on dit avec Romain, avec tout le monde depuis le départ. C'est comme parler à un stagiaire. Si un stagiaire, tu lui dis vas-y, fais-moi ma présentation et du coup, tu lui laisses perdre son énergie à aller chercher les infos auprès de Kevin, auprès de l'autre Kevin, auprès de toi et tout, ça sera pas efficace. Il arrivera à faire le résultat, mais il aura cramé énormément de jus. Néanmoins, donc tu as raison, c'est que aujourd'hui, on avait la facilité. Faut recentrer sur plein de choses que font Copilot. Après, il y a ce côté un peu déceptif pour les clients qui l'avaient activé. On avait l'impression que ça faisait partie de Copilot maintenant. Nécessairement, on s'y attendait parce que Maxime, tu l'as dit, c'était le cas déjà finalement vécu côté dev avec GitHub, etc. Ce côté augmentation des crédits et coût réel de ce que ça coûte. À un moment, il n'y a rien de magique. Hein. Oui. On parle beaucoup des data centers, des tokens grillés, etc. Personne n'est surpris. À un moment, il n'y a pas de surprise. Ça coûte et ça doit se répercuter d'une manière ou d'une autre. Ça ne peut pas être gratuit et infini. Et ne serait-ce que pour un usage raisonné, il faut qu'on sache combien ça coûte. Par contre, Microsoft présente aussi, alors sur l'annonce du blog qu'ils ont fait, des personas, du coup. Ils proposent 4 catégories. Hein. Ils utilisent le terme donc, Corporate Knowledge Workers, Management and Senior Leaders, Customer Facing Knowledge Workers and Technical Workers. Donc, est-ce que je suis en relation client? J'ai besoin d'avoir à un moment des sujets sur mes projets en cours, etc., l'historique. Est-ce que je suis plutôt technique avec des sujets complexes à réaliser? Et est-ce que je suis plutôt dans le management, etc. Donc, ils ont catégorisé. Le plus important, je crois que techniquement le plus avancé, c'était Technical Workers, en termes de complexité. C'est-à-dire que derrière, vous pouvez télécharger une calculatrice Excel. Oui. On a un fichier accessible depuis le blog, où vous pouvez voir dans mon entreprise, selon ces personnages et combien de personnes, et Microsoft propose une estimation du coût. Ouais. Globalement, quand je mets que je suis de mémoire un Knowledge Worker, je l'avais mis, on reviendrait en estimation Cowork budget à $143 le mois. Pour toi. Enfin, pour ton scénario à toi. Ouais, pour un knowledge worker, si je mets un technical worker dans la matrice, la petite calculatrice, je suis à $228 le mois. Selon les estimations de Microsoft. Donc les estimations de Microsoft, elle revient sur le light, medium et heavy, les 3 types de tâches, et elle dit un technical worker, dans un mois, il va faire 12 tâches light, 9 medium et 14 lourdes. Après, bien évidemment, si vous en faites qu'une, à un moment de demander une grosse presse avec 4 itérations, sur mes 14 lourdes, je vais peut-être en faire 6, par exemple. Ça va être compté comme 6, et c'est tout. Peut-être que dans le mois, je n'aurai pas besoin, je ne vais pas payer 220. Ça reste à la conso. Mais ils ont catégorisé en disant quelqu'un qui est assez actif, qui toutes les semaines fait du cowork, et qui fait un peu ce que j'ai décrit. Hein. Moi, je fais des propals, des trucs de conférence d'une 50aine de slides sur lesquels j'itère beaucoup. Donc, mon prompt, je pense qu'à chaque fois, il est rebalayé en heavy, peut-être, tu vois, parce qu'il se sortait beaucoup. Là, je tomberais dans cette catégorie. Mais c'est d'ailleurs pour ça On revient à un truc important, pardon, je me collais la bouche sur le micro, accident de travail, c'est le ROI de l'IA. Est-ce que 200 € par mois, dans mon métier, dans mon cadre, je sais les valoriser, finalement, quand ça m'économise peut-être quelques soirées d'heures passées à produire des slides, à réfléchir à des scénarios de dataset parce que j'essaie d'expliquer facilement des choses sur du fabrique et autres, moi, alors ça fait peur d'un point de vue licence, 200 €, si on regarde du licensing, c'est flippant. Par contre, je les justifie hyper facilement. Hyper facilement. On parle de quelques heures, finalement, de temps qui est réduit par la dizaine d'heures que j'aurais passé. Enfin,
le calcul, il est assez facile, mais en frontal, ça fait peur. La conso, elle fait peur. Moi, j'aimerais là-dessus pour donner, parce que tu as donné des chiffres. Ce sont les chiffres officiels de Microsoft sur la calculette partagée depuis le blog. Je m'annonce. C'est ça, parce que moi, je l'ai vu aussi. Le Technical Worker, ils annoncent 40 000 crédits par mois, donc 400 €. C'est ça. Enfin, 350, un truc dans le genre. Technical Worker, tu es à 22 000 crédits par mois, d'après 22 800. T'en as un autre à 42 000 crédits. Mais bon, passons. Moi, je vais donner l'exemple de mon vécu dessus, depuis qu'on a la mesure du coût. C'est simple. On prend une présentation que j'ai faite hier soir, donc 2 heures de travail dans Cowork. En input, je lui donne un skills, donc c'est un fichier texte dans lequel j'ai toutes les infos sur Copilot Studio récentes. Donc il doit lire cet input. Je lui donne une présentation PowerPoint qui a été initiée par un de mes collègues, donc déjà à la charte avec 3 slides remplis. Donc il doit la lire, la comprendre. Et ensuite, je lui explique ce que j'attends du travail. Et mon objectif final, ça a été au bout de 2 heures d'obtenir une présentation de 28 slides, globalement. Donc au bout de 2 heures, j'ai 28 slides, nickel, prêts à présenter. Il y a eu 4 générations de PowerPoint de 28 slides, une dizaine de prompts à peu près intermédiaires. Plus, à la fin, j'ai fait un dernier prompt qui a coûté cher de tout revoir pour faire du joli. 3000 crédits. Voilà. 3000 crédits, 2 heures de travail, donc 30 € globalement. 30 € pour 2 heures de travail, pour une trentaine de slides en 2 heures. Donc il faut rajouter mes 2 heures de travail à moi, plus ces 30 € pour voir le coût réel. Donc oui, extrêmement content, parce que j'aurais pris à mon avis facilement 2 jours à la faire, cette présentation. Ça. Par contre, en termes de projection, c'est intéressant. Moi, je me dis, ok, ça veut dire que pour arriver à 30 000 crédits, comme dans l'exemple du Technical Worker de Microsoft, ça veut dire que je dois faire 10 fois ça. Donc ça fait quasiment 10 demi-journées dans le mois. Est-ce que je vais passer 10 demi-journées dans le mois à faire ça ? Non. Et c'est là où je me dis que la projection est juste, parce que je vais manger 3000 crédits pour faire une tâche complexe, mais je vais pas passer 10 demi-journées dans le mois à le faire. Donc même moi qui suis... Je vais pas refaire tous mes decks marketing, etc. pour me faire plaisir. Donc je pense que même moi qui pourtant, la moindre tâche, je vais demander 3000 crédits, mais à mon avis, je vais rester sous les 20 000 crédits donc, dans un mois. C'est une super interrogation. Va falloir tester. Dans tous les cas, là, sur des cas concrets, allouer un peu de crédit à certaines personnes. Et je vais même aller plus loin, et on terminera sur ça pour enchaîner sur les sujets. Alors, on a beaucoup d'interrogations, on va se challenger, on reviendra certainement sur le truc. Les 4 profils qui sont présentés, dans tous les cas, présentent des consos, en moyenne, d'après la calculette de Microsoft, entre 80 $ par mois et 200. D'accord ? Mais si on regarde, finalement, pour ce coup-là, ce sont des profils quand même qui produisent beaucoup, et on est plutôt tous dans les titres, management de la connaissance, senior leader, technical lead, etc. C'est pas à toute l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est un peu la philosophie. Quand on disait en adoption, on n'ouvrira pas Cloud Cowork à tout le monde, parce que peut-être que tout le monde n'en a pas besoin. C'est encore plus vrai, et d'ailleurs peut-être plus vrai qu'un copilot, c'est Cloud Cowork. C'est pour des profils qui sont sur de la slide complexe, qui ont besoin de présentation ou de résultats avancés, qui ne seraient pas satisfaits d'un researcher sur ce qu'il produit parce qu'il y a besoin d'aller sur un aspect production de contenu plus que connaissance. Researcher vous fait très bien la connaissance. Est-ce qu'il la valorise via des dashboards, via des PowerPoint, etc. Pas comme Cowork le fait. Et donc là, si on rentre dans cette catégorie de j'ai besoin d'un modèle puissant, d'avoir du contenu puissant derrière qui est produit, on jouera dedans, et peut-être que tu as raison. Moi, dernièrement, j'ai eu, je pense, 3 trucs très complexes en une semaine. Mais en vrai, ça se trouve, pour le mois, je suis bon et je ne vais pas le réutiliser. Parce que tu es en rendez-vous toute la journée, tu n'en as pas besoin. Et on fera on évitera de faire toutes les propals avec, parce qu'on aura un copilote qui dans un template, le fera très bien. Mais comme tu dis, c'est des réflexions. Et puis, c'est une des raisons pour lesquelles il y a des spending costs en fait, qui peuvent être définis par personne, par profil ou à l'échelle du tenante, avec des alertes, et tu peux même caper la consommation, et ensuite que l'utilisateur, si jamais il a atteint son quota, puisse demander la permission à l'admin pour du quota supplémentaire. Mais on en reparlera. Donc on va faire une petite synthèse de tout ça. Copilot Cowork est en GA, c'est la bonne nouvelle. Il est payant, c'est décevant, mais pas surprenant, on s'y attendait tous, et compréhensible par rapport aux enjeux de la consommation de tokens, etc.
Les prix peuvent faire peur en frontal quand on les regarde, mais merci Romain pour ton petit retour d'expérience perso et Et la ça réflexion s'explique. qu'on doit avoir, c'est que potentiellement ça suffit par rapport à l'usage réel des moments où on aurait besoin d'un cowork. Donc voilà, il y a vraiment de l'adoption à refaire là-dessus, de se dire quand est-ce que cowork dans une matrice de décision, je dois l'utiliser fondamentalement versus un researcher et le reste, et je suis sûr qu'on va tous trouver un moyen de travailler avec. Bon compromis, tout à fait. Je finis là-dessus. On va passer au deuxième sujet. On continue un peu dans la lignée anthropique qui alimente beaucoup le marché. Parce que la semaine dernière, on a eu... la semaine dernière, oui, c'était Oui, semaine ça, dernière. déjà. Ça va vite, ouais. Une grande nouvelle. Donc, on va passer au sujet Fable, un conte de fées. Ah, qu'est-ce que j'aime les jeux de mots. Et est-ce qu'on est plus dans un conte de fées comme les Grimm? De Groot, si tu m'écoutes, j'espère que ça te plaît. Et du coup, donc Fable, un conte de fées. Donc qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une annonce d'Anthropic, et donc conjointement de Microsoft, parce que tout modèle qui sortent sur Anthropic ou OpenAI sont quasiment dans la foulée le jour même sur Microsoft Foundry. C'est l'annonce du dernier modèle d'Anthropic qui s'appelle Mythos et Fable. Donc on va parler des deux, et c'est notamment Fable 5 qui est rendu accessible sur Microsoft Foundry depuis le 9 juin. Qui était rendu, je commence à faire un petit teasing accessible. Donc on avait depuis longtemps évoqué dans les têtes dans le cloud le fameux modèle Mythos, qui était le modèle le plus puissant de tous les temps, qui faisait tellement peur, tellement il est puissant, qu'il était interdit. Finalement, on avait peur de l'utiliser. Anthropic, c'était réservé dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Glasswing, à ne l'ouvrir qu'à quelques organisations dans le monde, notamment américaines, Certifié, ouais. les principales, certifiées, un cercle très restreint d'utilisateurs. Pourquoi? Parce que le modèle fait un vrai bond en termes de performance technique. On va le voir, Antoine, si tu as le petit tableau, notamment dans le domaine de la cybersécurité. Du coup, est-ce que tu as ce petit tableau de benchmark? On va le retrouver. Non, c'était le non, précédent. Un tableau complet. Voilà, celui-là, exactement. Donc, ce que nous présente le petit tableau, c'est que on passe quasiment alors je le vois plus dans les détails, mais de 40% en cybersécurité, voilà, sur un modèle Opus 4.8, donc celui juste d'avant, on avait 40% de réussite sur des tâches de cybersécurité, détection de failles, etc., notamment dans le code. Avec les modèles de classe Mythos, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, donc Mythos 5 et Fable 5, qui est un modèle de classe Mythos, on va voir la différence entre les deux, on passe à 78% d'achievement, d'objectifs atteints, sur les tâches de cybersécurité, détection de failles. C'est pour ça que Anthropic avait fait un petit groupe, cercle restreint d'utilisateurs dans le monde, peu d'Européens d'ailleurs, ça a fait peur à l'Europe à un moment parce qu'on ne participait pas à ces premières initiatives, et l'idée c'est, ils avaient peur que finalement on puisse ouvrir des brèches un peu partout, notamment dans les systèmes bancaires, c'est pourquoi ils avaient enrôlé des grandes banques américaines dans les tests. 78% de détection de brèches de sécurité. Sacré bon. Donc ça, c'est le modèle Mythos. Du coup, ils ont rendu publiquement le 9 juin Fable 5, qui est une déclinaison du modèle Mythos. Mythos 5 reste accessible pour ce cercle restreint d'utilisateurs, qui s'est un peu élargi depuis. Et Fable 5, c'est sa déclinaison, disponible dans Microsoft Foundry le 9 juin. Il l'était. C'est le même modèle, sauf qu'on a des guardrails en plus. C'est-à-dire que, notamment sur les tâches, alors de mémoire, il juge sur les tâches l'intention. cyber, biologie, chimie et ce qu'on appelle distillation, capacité à entraîner un autre modèle d'IA à partir de son modèle Mythos, on ne peut pas le faire avec Fable. L'intelligence est la même, mais vous ne pouvez pas utiliser Fable sur des tâches de cybersécurité. En tout cas, on a des garde-fous sur des tâches de chimie pour inventer des nouveaux produits. Typiquement, je voudrais inventer une nouvelle bombe nucléaire. Ou de distillation, je veux entraîner mon propre modèle, être provider de modèle du jour au lendemain avec Fable 5, comme l'avait fait à l'époque DeepSeek ou autre, c'était les fameuses rumeurs. Donc, un modèle plus sécurisé. Ça a été rendu disponible à $10, en gros, le million de tokens en prompt, $50 en sortie, le million de tokens. Donc, on est sur des niveaux assez élevés. Du coup, en termes de coût, c'est normal, c'est le modèle le plus puissant de tous les cas. Donc Fable 5, c'est ce qu'on voit. Il y a en plus une petite ambiance autour du conte de fées, de Fable. Et exactement, ils ont vraiment joué sur le côté féerique. On en a beaucoup parlé tout de suite. La Terre entière l'avait testé.
notamment très bon dans les tâches de développement. Stripe a évoqué que sur ses premiers tests, ils avaient migré une base de code Ruby de 50 millions de lignes en une journée, quand il aurait fallu environ 2 mois avec une équipe entière. C'est peu. Ça fait peu. Exactement. Derrière, on a vu qu'il était très fort aussi sur la génération de jeux vidéo. Donc là où le fait même de jouer les jeux vidéo, on a eu un test sur YouTube qui est sorti où je crois qu'il a résolu, il a joué à Pokémon Fire Red et il l'a résolu en combien de temps j'avais vu Ouais, il a terminé le jeu en quelques minutes ou heures, globalement, de manière totalement autonome. Donc il y a des vidéos YouTube qui montrent comment il joue à Pokémon. Donc on arrive à un niveau où il est capable de recréer des interfaces complètes. On voit, il a recréé des simulations système solaire, des choses assez complètes, où on voyait les comparaisons de comment ça rendait à l'écran quand on le faisait avec Opus 4.8 versus Fable. C'est vraiment, on fait des apps en animation graphique très complètes. Il a l'air meilleur sur tout ce qui est compréhension de graphique, de tableaux dans les PDF. Bon, c'est le nouveau modèle. Vous regarderez les benchmarks, il est incroyable. Maintenant, le conte de fées. C'est vraiment un monologue, là, vous m'écoutez attentionnément. C'est comme une histoire, on va dire. Comme une histoire. Le conte de fées s'arrête là. Voilà, la belle illustration de ce côté féerique. Hein. C'est la vraie fin d'un conte de fées à la On peut le Londres. voir sur l'image, hein, finalement, c'est retenu par des fils derrière. Il y a des personnes qui tirent un peu les fils. Qu'est-ce qui s'est passé 3 jours plus tard, du coup, de mémoire, ou 4 jours, le 13 juin, si je dis pas de vendredi bêtises, soir, ouais. voilà, on a eu l'annonce que Anthropic, sur demande du gouvernement américain, retirait Fable 5 mondialement. Alors on a entendu au début que c'était pour les non-américains, non-résidents américains, c'était la demande. Et sur la page d'Anthropic, ils expliquent que ils l'ont retiré à tous les utilisateurs. Pourquoi ? Parce qu'on aurait remonté au gouvernement américain un jailbreak. Donc des équipes de chercheurs auraient trouvé comment faire tomber ces fameux guardrails qui différenciaient Fable de Mythos. Du coup, ça aurait été remonté d'ailleurs à l'oreille de Trump par, encore une fois, on n'est pas politisé dans cet épisode-là, enfin dans cette chaîne, mais par le patron d'Amazon. Il aurait glissé que ses équipes étaient inquiètes parce que un jailbreak aurait été annoncé, etc. Donc tout de suite, il y a eu une lettre du gouvernement américain adressée à Anthropic demandant, au nom de la sécurité intérieure des États-Unis, de retirer ces modèles tant qu'on n'aurait pas prouvé. On a une longue explication sur le blog d'Anthropic du fait qu'il s'était assuré avant qu'il était incassable, que dans tous les cas, bien évidemment, la sécurité parfaite n'existe pas, mais qu'il avaient tout fait pour le mettre en production parce que c'était selon leurs exigences, celles qu'ils ont depuis le début. Et ça fait mal. C'est aussi un peu comme Copilot, hein, l'avant-après, parce que nécessairement, à une heure où on parle de souveraineté, de dépendance au modèle américain, le fait qu'on se voit retirer le dernier modèle du jour au lendemain sur demande du gouvernement américain, ça ne rassure personne. Donc catastrophe, c'est retiré, c'est plus disponible. Bien évidemment, donc on l'a plus dans Foundry, on l'a plus nulle part, hein, vous ne l'aurez plus sur Claude. Sur Claude, c'était gratuit dans tous les types d'abonnements. Ils avaient prévu que ce soit disponible de mémoire après payant à partir du 23 juin, si je dis pas de bêtises, dans les montants que je vous ai dit, $10 en input, $50 en output. Mais pour l'instant, on pouvait le tester librement. C'est fini, c'est retiré et on n'a pas de visibilité sur quand ça reviendra. Mais parce que tu as une logique fondamentale qui, comme tu l'as dit, un guardrail reste un guardrail, ça peut se contourner. Et que je pense que la logique fondamentale qui était une tendance de commencer à faire des super IA et on donne des sous-agents de cette IA aux gens, un sous-agent, ça peut se contourner. Et je pense qu'en fait, c'est la logique fondamentale qui est j'ai Super Skynet Mythos au centre qui donne des sous-agents type Fable. Peut-être que cette logique, en vrai, elle est dangereuse en soi et que c'est ça qu'il faut revoir, en fait. Parce que cette logique, c'est comme si tu faisais sans parler d'IA, c'est comme si tu fais un site web dans lequel tu mets pas une DMZ et que tu le relis intégralement à ton entreprise depuis le site web, tu laisses la potentialité à un pirate un jour, même si c'est super sécurisé, de rentrer dans ton entreprise. Et en fait, c'est le problème. Le risque zéro n'existe pas. Voilà, le risque zéro n'existant pas. Je pense que cette situation, elle devait arriver un jour ou l'autre. Exactement. Voilà. Alors, et là où elle est pas... Alors,
si on reprend les éléments, hein, tout le monde a dit les Américains veulent se le garder, le dernier modèle. Il y a un peu de rumeur, hein, modèle d'Anthropic, le fermer aux Européens, ça y est, c'est la guerre. Si on regarde ce qu'ils évoquent, la sécurité intérieure, ça peut se tenir, vu qu'il était censé, justement, notamment sur la cyber, avoir des choses pour qu'on ne l'utilise pas dans ce sens. Donc la demande, elle ne nous surprend pas. Moi, je la trouve logique. Ce qui est gênant, c'est le fait qu'on se rend compte qu'un gouvernement peut nous enlever du jour au lendemain quelque chose dont on est dépendant, et ça nous le rappelle une fois de plus. Hein. Et du coup, surtout que dans les communications, à un moment, je crois que le gouvernement le demandait de le faire aux non-résidents américains. Donc pourquoi le laisser aux résidents américains s'il y a un sujet de sécurité intérieure? Et voilà, donc là, ça réinterroge tout l'éternel sujet que nous aurons ces mois et années à venir de la souveraineté à l'heure de l'IA. Tu veux dire un truc? Non, je croyais. Il accuse le coup. C'était juste la question. Donc voilà, donc là, pareil, grosse semaine, rebondissement. Fable 5 était là, tout le monde l'a testé, c'était incroyable. Fable 5 n'est plus, et on ne sait pas quand il reviendra. Et on va suivre ça de manière attentionnée. On comprend d'autant plus le fait que Microsoft souhaite aussi développer ses propres modèles, comme on l'avait dit un peu plus tôt. Et d'ailleurs, plusieurs grandes personnalités françaises se sont positionnées sur cette annonce. Hein. On a eu Yann Lequin, l'ex-directeur de l'IA chez Meta, qui a lancé son propre projet, dont j'ai plus le nom en tête, mais qui a pour but de développer un modèle qui comprend mieux le monde réel, qui a dit, forcément, à force de jouer sur l'économie de la peur, comme le faisait le patron d'Anthropic, j'ai un truc incontrôlable, il se voit retirer finalement ses propres assets. Et on a aussi le patron de Mistral, Arthur Mensch, qui a expliqué le positionnement actuel de Mistral. Ils n'ont pas les meilleurs modèles. Ils ne souhaitent pas être dans cette course-là parce qu'ils sont arrivés de façon trop tard par rapport aux autres et sans les investissements massifs sur les data centers. Ils se concentrent à avoir des modèles de classe mondiale qui permettront de faire tout un paquet de cas d'usage chez les entreprises européennes notamment, et pas que. Et du coup, ils visent un peu plus le côté réellement cas d'usage, service dans les industries, accompagnement des clients avant tout, avant de faire la course au modèle le plus hype globalement du moment. C'était intéressant de revoir ce recentrage sur du concret chez Mistral. Hein. On veut aller faire du service, du use case et profiter de ce qu'on a déjà en état de l'art plutôt qu'aller faire la course à Mythos. Mais en fait, surtout quand tu parlais de Cowork dans le sujet précédent et de sa puissance, rappelons quand même un truc. Copilot 365, c'est le prérequis à Cowork. Copilot 365, c'est 4% des gens qui font du Microsoft. Et donc, le niveau de Mistral, c'est le même niveau qu'un Copilot 365. Donc, en vrai, il est déjà largement plus puissant que ce qu'on fait, puisque aujourd'hui, on estime que seulement 4% des gens en entreprise ont besoin de quelque chose du niveau d'un Mistral 3.5. Donc, en fait, il est largement au niveau. Et c'est ce qu'on se disait juste avant en discutant, c'est que finalement, on était déjà vers de ce que ça faisait il y a 6 mois. Et donc, si on continue d'utiliser pleinement ce qu'aucune entreprise n'a fait aujourd'hui, les modèles d'il y a 6 mois, on a déjà plein de choses à faire avant de regarder de ceux dans 2 ans, quoi, globalement. On va fermer cette page. Donc, pas mal de choses, vous l'avez compris. Anthropic a été au cœur de l'actualité, notamment dans le monde Microsoft, mais mondialement, avec le sujet Copilot Cowork et Fable 5 retiré 3 jours après. Donc, on essaiera de suivre ça sur la suite. Maxime, on va faire un focus. Je suis ravi que tu reviennes parce que j'ai toujours une grande frustration qu'on n'aille pas un peu plus chez nous dans les sujets de .NET et Azure. Et on va parler DevOps, du coup, aussi. GitHub Copilot App, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est? Quelle était l'annonce autour de ça? Et surtout, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Moi, le teaser, je peux le faire. Dire réellement si ça marche et si je trouve ça wow, beaucoup moins. Alors, GitHub Copilot App, c'est un outil qui aide au développement applicatif. Et là, je vais dire une petite phrase qui va un peu driver le truc. Là, c'est que GitHub Copilot App marque un vrai tournant pour les développeurs et le développement en général. On passe d'un développeur qui est assisté par l'IA à un développeur qui orchestre les IA pour pouvoir développer. Donc là, ça a vraiment changé la posture du développeur au global. Anciennement, toujours actuellement, potentiellement certains développeurs qui développent via... On ne vous juge pas dans cette émission. Putain, comment t'as pris les gens de haut? Non, mais voilà, on testait de vous, là, les autres. Non, mais j'ai déjà changé de... C'est ça, de mindset. Ouais, exactement. Donc là où anciennement, on se faisait assister par les IA directement dans le code pour pouvoir développer nos features, et résoudre nos bugs, nos issues et tout ça. Maintenant, on va driver l'IA directement depuis une interface qui va nous aider à justement gérer nos agents et donc c'est vraiment tourné vers l'agentique.
Ouais. Et plus comme avant où c'était par session. Mais même si on pouvait gérer de l'agentique via Visual Studio Code, mais de façon beaucoup moins simple et fluide. Aujourd'hui, tu t'adresses à des agents, tu divises tes tâches et tu gères tes actions par tâche. Donc c'est beaucoup plus simple. De toute façon, on va voir l'interface tout à l'heure, vous allez voir, elle va vous parler grandement. Donc là, j'ai découpé la chose en 3 étapes. Donc il y a une description que tu dois faire à ton agent de session, la plus claire possible, hein, comme d'habitude avec Donc, l'IA. description de ton projet, de ton Description de ta wave, tâche, de ta tâche. Encore une fois, on fonctionne sous forme de tâche là, Ok. via GitHub Copilot App. Et donc, tu décris ta tâche, tu lui donnes des guidelines, des critères d'acceptation, vraiment très important. Ça, le fait de cadrer sa description et son prompt, c'est vraiment ce qui va faire justement la différence, comme on parlait tout à l'heure de crédit, là, qui va faire la différence entre une personne qui va étirer 15 fois dans sa session à une personne qui va étirer 2-3 fois dans sa session. Donc globalement, en termes de consommation aussi, ça joue. Et en termes de propreté de code généré, ça joue aussi énormément. Donc une deuxième étape de la délégation, donc là, c'est tes agents qui vont travailler pour toi. Alors, quand tu dis tes agents, c'est toi qui les crées, ils sont déjà dispo. Ils sont déjà dispo, mais tu peux les conditionner un peu, on verra ça après. Il y en a quoi comme agent, typiquement Typiquement, c'est les agents avec c'est des agents globaux sur le développement et qui vont utiliser les modèles actuellement disponibles. Un dev, un testeur, Alors, non, c'est plus global que ça. En fait, c'est défini via ton prompt initial. Donc, en fait, suivant la tâche à accomplir, ça crée les agents nécessaires pour l'accomplir. Tout à fait. Voilà. Et du coup, alors, j'aurais dû te poser la question avant parce que j'ai pas envie de te piéger. Mais il y a un petit trick qui est, je suppose, tu utilises du Claude derrière. Tout à fait. Bon, ça dépend. Tu peux utiliser le modèle que tu veux. Mais bon, on a tous tendance à mettre le clo-clo. Tout à fait. Et en fait, j'ai appris par hasard qu'il y avait un prompt ultra efficace que j'ai testé et qui est fou. C'est de lui demander ensuite de revérifier ton code en se mettant pas en posture de juge, qui est celle qui est assez connue. Alors, pour ceux qui la connaissent pas, mets-toi en posture de juge pour évaluer. Non, on lui dit en anglais, c'est call the council. C'est appelle le conseil de tes agents. Et je sais pas si tu as essayé avec Apps, parce que moi, je l'ai essayé sans Apps. J'étais fou. Je le voyais, donc j'avais activé de voir la réflexion. J'ai l'impression de voir un film de Shyamalan. C'était bling. Enfin, je voyais un schizophrène qui créait des conversations avec des différentes personnalités. Et par contre, il m'a fait une revue de code et correction en imprompte. Elle était folle. Donc, je sais pas si tu as déjà essayé ça ou alors à tester pour la prochaine émission. Moi, j'ai pas testé ça spécifiquement. Par contre, j'ai déjà fait effectivement des revues de code en lui demandant spécifiquement de revoir et d'avoir un esprit critique. Qui marche aussi très bien. Très bien, oui. Mais effectivement, le coup du concile, il faut le savoir. Par contre, en termes de token, ça, je sais pas combien ça coûte, mais à mon avis... Alors, ça a été très moche. Ça a été très, très moche en termes de token. Et on t'a un peu coupé, juste pour reprendre le fil. Donc, tu avais la délégation aux agents, finalement. Voilà, les agents, donc tu le dis, sont créés après la description. Et donc, c'est automatiquement délégué, j'imagine. Voilà, tu revalides quand même. Non, faire quoi après, en fait, tu as une possibilité de paramétrer pour pouvoir avoir un plan clair. Alors, c'est comme dans Visual Studio Code aujourd'hui. Déjà, tu as différents types de prompts, enfin différents modes de prompts que tu peux envoyer. Donc, les modes plan, les modes interactifs. Non, en fait, c'est pas Ask maintenant, c'est interactive, ils appellent ça. C'est un mélange entre agent et Ask, si tu veux, en gros, grosso modo. Et du coup, voilà, ça te permet de contextualiser un peu plus tes prompts et d'essayer d'aller directement vers l'essentiel. Et du coup, la troisième phase, c'est la phase de validation, toujours la plus importante. Parce que du coup, l'agent va te proposer des steps de résolution et il va potentiellement te générer déjà des diffs sur ton code. Et toi, tu vas pouvoir les visualiser directement dans ton application. Donc là, c'est la nouvelle manière de travailler. Oui, tout à fait. Avec GitHub Copilot App. On l'utilise comment ? C'est quoi ? C'est desktop ? C'est web ? C'est une application desktop que je télécharge. Tout à fait. Est-ce qu'on peut l'avoir, Antoine, pour aller sur du concret ? Elle ressemble à quoi ce GitHub Copilot App ? De toute façon, là, en gros, on va voir toutes les étapes un peu du développement via cette application. Donc là, ici, on nous montre justement l'ouverture d'une session. On peut démarrer une session sur n'importe quel projet. Là, vous voyez à gauche, dans le panel de gauche, vous voyez tous les projets qui sont associés à chacun de tes repos Git. Donc en fait, tu es directement
dans ton contexte où tu as tous tes projets mêlés ensemble. Donc, tu peux faire du multitasking, il n'y a pas de problème. Ça t'évite d'ouvrir des sessions à chaque fois. Voilà, exactement. La fameuse question que je t'ai posée l'autre jour que je ne comprenais pas. Voilà. Et donc là, du coup, ça te permet justement de pouvoir faire du multitasking sans te perdre et avoir justement des mélanges de contexte. Des mélanges de contexte. Tu peux même demander à une nouvelle session d'aller interroger une session précédente. Okay. Et ça, c'est quand même la nouveauté qui est assez folle. Et donc ça, c'est cette partie-là. Et en plus de ça, tu peux aussi démarrer une session via une pull request ou via directement une issue GitHub, ce qui te permet directement de contextualiser ta session. Et donc là où c'est vraiment bien, c'est que ça centralise en fait tout ton workflow de travail. Parce que en tant que développeur, on avait souvent tendance à devoir aller sur GitHub pour aller checker les PR, tout ça c'est intégré dedans. Ça c'est très 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 pratique pour le développeur. C'est pour ça que j'ai un peu changé ma paroisse aussi. C'est une vraie expérience intégrée de coding entre ce qui est poussé finalement côté GitHub et ce que je développe sur mon VS Code ou globalement. Tout à fait. C'est ça. Par contre, la différence, c'est que sur Copilot App, en fait, tu as moins la vue directe sur le code. En fait, tu n'as pas ton arborescence de projet. Tu vois, c'est là où la grande différence est, c'est que tu n'as pas ton arborescence de projet. Et surtout, à éviter, ou en tout cas à bien checker, c'est quand tu fais des énormes évolutions ou des choses structurantes sur la sécurité, vraiment bien vérifier ce qui est fait, très important. Parce que du coup, tu peux être amené ça fait le côté collaboratif, mais tu n'es plus dans ton éditeur de code, donc tu as moins la vue. Tu seras toujours obligé d'aller dans ton éditeur de code, vérifier pourquoi ça ne marche pas selon ce qu'il t'a fait, etc. Après, il peut tester par lui-même. Tu peux lui demander de tester. Mais tu es à l'aveugle. Voilà. Ouais, donc, question de noob, ma touche F5 pour lancer le debug, je l'ai ou pas dans Apps ? Dans Copilot App ? Ouais. Non, tu lui demandes. Ouais, c'est dommage. En fait, Et alors, question encore plus importante pour moi, le dark mode, parce que ça a l'air tout blanc. Il est là. Il y a le dark mode et du coup, pour répondre aussi à ta question pour le F5, au final, tu peux lui demander de te faire un rapport avec des screenshots de ton application parce qu'en fait, tu peux démarrer depuis l'application, tu peux démarrer ton localhost comme si tu le démarrais sur un navigateur parce que tu as un navigateur intégré à l'app. Et voilà, en fait, le but, c'est vraiment de centraliser le travail du développeur et de ne plus aller à droite à gauche. Et comment tu travailles ? Du coup, tu as toujours ton VS Code à côté et tu as ton app maintenant GitHub d'à côté ou tu passes ? Moi, c'est principalement sur l'app et tu peux ouvrir directement ton éditeur préféré via l'application. Mais toujours, moi, j'aime bien aussi garder le VS Code derrière. Mais en vrai, est-ce qu'on peut imaginer que c'est un peu la vision de demain ? Où finalement, ça marche tellement bien que je ne vais plus voir l'éditeur de code parce que ça produit. C'est un peu ça, de se dire c'est peut-être le coup d'après quand j'ai même plus à vérifier ce qui a été produit parce que de toute façon, c'est mieux que ce que j'aurais fait et ça fonctionne. Oui, mais il y a toujours à vérifier. En fait, c'est ça la nuance. C'est que c'est que si tu laisses tout faire, déjà, tu es amené à potentiellement plein d'erreurs. Pas comme on le disait, tu parlais des pourcentages de résolution, par exemple, des trous de sécurité critiques par les IA. Tu vois qu'on est à 40%. Ce qui est pas 100%, tu vois. Donc si tu laisses faire l'IA, tu es amené potentiellement à laisser des trous dans la raquette. Et d'où l'importance du développeur aujourd'hui. Là, c'est pas un remplacement du développeur, attention. Et par contre, si quelqu'un travaillait que dans ça, on est quand même dans une vision aussi où tu utilises 100% l'IA, même pour des tâches où potentiellement tu aurais pu te le faire à côté. C'est ça le problème. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors ça, c'est sûr, il faut faire attention à ça. Par contre, en fait, justement, le fait de travailler par tâche, ça te permet de faire des petites choses par-ci par-là. Après, il y a toujours des choses que tu pourrais faire toi-même. Et t'en fais de moins en moins parce que évidemment, cette nouvelle expérience t'enferme dans un carcan IA pur, en fait. Voilà, c'est ça. C'est plus orienté IA, effectivement. Là où, quand dans ton VS Code, imaginons que, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, tu as une prop à rajouter dans un modèle, et tu vas le faire à la main. Encore que aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Mais tu vois ce que je veux dire ? Là, via l'application, ça, c'est plus possible. Et du coup, comme le sujet du jour a été sur le licensing et le coût, combien ça coûte ? Alors, c'est exactement le même jusqu'à quand c'est gratuit ? En fait, c'est pas gratuit. L'application est gratuite. L'application est gratuite. Par contre, ce qui te coûte, c'est comme dans VS Code aujourd'hui, ça va être les tokens que tu vas envoyer via tes sessions. Et donc, en gros, plus ton contexte est gros, plus tu vas payer cher tes... Et il te faut une licence GitHub Copilot Pro. Alors, j'ai noté ce qu'il te faut, ce que tu as besoin pour... Donc, elle est en technical preview encore aujourd'hui. Et donc, tu as accès, si tu es GitHub Copilot Business, GitHub Copilot Entreprise, Copilot Pro ou Copilot Pro Plus.
Donc en gros, les principales Tous les que l'on a. principes, voilà. Tu payes, tu l'as. Tu payes, tu as Tu payes, GitHub Copilot App, tout à fait. Moi, avocat du diable exprès, parce que c'est pas complètement vrai. Mais est-ce que on se disait pas on n'avait pas la vidéo et Internet comme maintenant à l'époque, mais est-ce qu'il y avait pas les mêmes débats quand on a inventé les compilateurs? Parce que finalement, le compilateur, il réécrit du code dans un autre langage. Et je pense que ça devait être blindé de bugs au début. Mais non, je me dis, ça devait être blindé de bugs au début. Donc, est-ce que nous, on n'est pas en train de vivre cette période d'un an, 2 ans, 3 ans qui est blindée de bugs? C'est pour ça que je poussais la vision en disant, est-ce qu'ils sont pas en train de préparer le coup d'après où finalement, tu as tellement confiance dans ce qui est produit, à un moment, on arrivera peut-être à ça, que tu regardes plus le code qui est produit en dessous comme un compilateur. Et du coup, tu restes dans ta nouvelle expérience, quoi. Ouais, effectivement, on s'en parlait d'ailleurs l'autre jour. Hein. Ça, c'est possiblement, ça peut arriver. Mais en fait, le problème, c'est que si tu laisses sans contrôle, en fait, encore une fois, c'est l'IA. Dans toutes les IA, tu as une petite phrase avec l'IA peut faire des erreurs. Machin. Donc, si tu laisses la main pleine à l'IA, bah, tu prends tous les risques qui vont avec le package. Je fais confiance à l'IA. Donc voilà, est-ce que en tant qu'entreprise, tu es prêt à prendre ce risque? Et si tu devais résumer là sur GitHub Copilot App, le gros coup de cœur, c'est quoi vraiment le truc toi qui t'a bluffé ou qui... Il y a des petites choses qui sont pas dans les vidéos de présentation. On n'a pas fait le tour total des vidéos de présentation, mais grosso modo, j'ai à peu près parlé de tout. Ouais, voilà, donc gros, là, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est que maintenant, tu as un mode remote. Donc, tu peux travailler depuis ton téléphone. Ça, c'est assez fou. En fait, ça va prendre, justement, ça va envoyer ton prompt directement sur ta machine. Donc, tu gardes ta machine allumée. Et c'est ton ordinateur qui va prendre le pas et qui va utiliser sa propre RAM pour faire tourner le prompt. Et du coup, en session ouverte, du coup. Voilà. Faut que tu sois faut que ce soit allumé. Ça tourne et pas loguer session ouverte. Ouais, non. Faut que ce soit pleinement. En gros, tu le verrais s'ouvrir? Non, il faut. Non. Mais par contre, du coup, ce que tu peux faire, c'est lui demander de tester et tout. En fait, si ton projet est déjà set up sur ta machine, tu peux lui demander de tester, de faire ce qui va bien et tout ça. Et depuis ton téléphone, tu vérifies, parce que tu as aussi les diffs sur le téléphone, tu vérifies la PR qui a été faite. Pendant ton match de l'équipe de France. Voilà, par exemple. Après, bon, voilà. Non, pendant que tu es en déplacement professionnel. Exactement, dans le train. Voilà, dans le train, en déplacement tout à fait. Pendant que tu fais ton suivi. Donc le remote, grosse nouveauté quand même dans la manière de travailler. Ouais. Et grosse nouveauté aussi, c'est vraiment la centralisation. C'est-à-dire que maintenant, tu peux tout faire depuis l'app. Tu peux faire des merges, tu peux envoyer des pipelines de CI, tu peux tout faire depuis l'appli. Et ça, c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve. Parce que là où avant, tu perdais du temps à aller voir le ticket, tac, hop, tu vas faire ton prompt, tu fais ton développement, hop, tu pousses ta branche, tu vas sur Git, tu regardes la pull request, machin. Là, tu peux tout faire directement dans l'app, c'est vraiment intéressant. Et moi, ça me rappelle un souvenir de vieux, boomer. Quand j'étais chez Microsoft, donc il y a plus de 15 ans, on était beaucoup en déplacement, et donc on avait besoin de coder en déplacement. Et en fait, tu avais un mini data center rien que pour ton projet. C'est-à-dire que moi, pour coder en déplacement dans le train, j'avais un matos de dingue, j'avais des outils pour avoir des connexions Internet qui marchaient dans le train il y a 15 ans, parce qu'aujourd'hui, il y a le Wi-Fi dans le train, hein, mais c'était pas le cas il y a 15 ans. Et surtout, j'avais des fermes de 15, 18, 24 serveurs derrière moi, auxquels je me connectais à distance pour coder dans le train. Ouais. Alors, et voilà. Et alors, bon, un serveur, on aurait pu très bien coder. Je dis pas qu'il fallait 24, mais je dis que moi, j'étais sur des vrais projets. J'étais sur des projets professionnels assez conséquents. Donc, j'avais une ferme de 24 serveurs à laquelle je me connectais depuis le train et j'allais à Nantes. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et du coup, j'étais sur mon PC sur les genoux et de t'entendre dire, je prends mon téléphone. Et avec le Wi-Fi ou la 5G, alors attention avec les connexions publiques toujours, quand on fait du pro, surtout dans le train, attention à vos écrans, mais en dehors de ce petit rappel, moi je vois en 15 ans de quoi je suis passé. J'ai une ferme de 24 serveurs et un PC énorme qui fait le bruit d'une centrale nucléaire, et là tu me dis je prends le téléphone et ça se fait tout seul et ça s'exécute. Moi j'ai vécu ces époques et c'est ouf. Cette fameuse punchline de la dernière build là, où Jensen nous dit c'est ton PC devient ton mini data center. C'est un peu ça. Hein. Tu pilotes maintenant, ça reste allumé, ça tourne pour toi et tu pilotes en local. Est-ce que tu as un petit truc à rajouter, Maxime? Parce que je vois le timing. Non, mais pour conclure, en vrai, l'idée à retenir, c'est qu'on est passé de l'IA aide le développeur à coder
le développeur gère les IA pour développer son application. Qui était déjà un peu instruit avec Claude Code, quand on avait l'expérience Claude Desktop et Claude Code, on savait qu'il y avait ces multi-agents qui travaillaient derrière, mais là qui vient s'intégrer dans l'univers GitHub et donc le CI/CD, toute l'industrialisation que l'on a en entreprise. Ouais, et c'est ça le parallèle, c'est un peu les avancées qu'on a vues arriver sur Claude Code avec le concile des agents qui est derrière, qui bosse, tu sais qui les génère, tu les vois travailler, etc. Mais là, tu les retrouves dans ton écosystème GitHub d'entreprise, quoi. En mode application, parce qu'en fait, en mode application. Parce que ce que tu expliques, moi je le faisais, enfin je pense que tout le monde, tu avais dans le terminal de Visual Studio, tu avais Copilot CLI, et Copilot CLI, en fait c'est ce qui tourne derrière, je suppose, parce que tout ce que tu as décrit, causé à des skills, etc., mon Copilot CLI, c'est ce qu'il faisait, mais c'était un terminal dans mon Visual Studio, alors que là, c'est tout ça dans une belle application qui déchire ce que tu as montré. Quoi. Ouais, c'est vrai. Donc on va conclure, GitHub Copilot App, révolution ou pas ? Totalement révolution. Totalement révolution. Et très bien. Voilà, on finit sur une note d'enthousiasme. Il y a des notes positives dans ce sommaire. La positive attitude. Exactement, la positive attitude. Romain, vu que tu l'as, la positive attitude, est-ce que tu peux nous dire quelle est la énième nouvelle expérience studio ? Vu que je crois que toutes les semaines, tu nous dis qu'il y a une nouvelle expérience, une nouvelle UX, une nouvelle interface. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-ci sur Copilot Studio ? Pas tant que ça, en fait. C'est vrai que les 6 derniers mois, on s'était quand même bien calmé sur Copilot Studio. Il y avait des news au sens feature, fonctionnalité, capacité, enfin des trucs super cool qui arrivaient. Et non, là, c'est que j'étais chez un client, c'était à peu près une semaine, 10 jours, en train de faire une formation, donc j'avais des apprenants en face de moi, et ils me disent tous, monsieur, il n'y a rien à l'écran comme ce que tu dis. Et ah ouais, non mais live. Et en fait, Microsoft a sorti ce qu'ils appellent essayer la nouvelle expérience de Copilot Studio. Je vous avais montré dans une émission précédente la nouvelle expérience des workflows, qui est dans Agentflow, et qui c'est en gros N8N version Microsoft, sauf en mieux, parce qu'en fait, il y a plein d'intégrations et de composants. Non, là, c'est ce qu'on va montrer d'ailleurs tout de suite dans la première image. Voilà. Donc, la nouvelle expérience, rien à voir. Romain, le essayer, tu le trouves quoi ? C'est un toggle button en haut ? Alors maintenant, il y a... Alors du coup, on va crevons l'abcès tout de suite, parce que parfois, certains m'ont dit c'est de force, etc. Non. Quand tu es en environnement standard, normal, pas preview, tu cliques sur Agent, tu as un bouton en haut, essayer la nouvelle expérience. Certaines personnes n'ont pas fait attention, elles ont cliqué direct sur le bouton et sont venues dessus. Et on peut la quitter quand on veut et ça vous demande des feedbacks. Certaines entreprises n'ont pas fait attention parce que les gens qui leur ont donné le lien d'accès à Copilot Studio ont voulu faire bien en leur rajoutant copilot.preview.microsoft.com. J'ai une quantité folle de clients. Je ne sais pas d'où vient cette mode, mais j'ai un nombre extrêmement important de clients où les makers, on leur a donné un lien copilot.preview.microsoft.com, même dans des environnements normaux, ce qui modifie l'interface, donc faites attention à votre URL. Donc non. Et on a ce bouton try qui bascule sur la nouvelle. En haut à droite et à gauche, j'ai des boutons pour la refermer. Je reviens à l'ancienne expérience. Ce qui est assez courant. Je dis, c'est ce qu'on a depuis longtemps sur Foundry. Voilà, on l'a partout. La nouvelle expérience Foundry versus l'ancienne qui est disponible. Alors là, Outlook le faisait aussi pendant un moment. Mais là, c'est en plus vraiment penser feedback. C'est-à-dire, dès que tu cliques sur le bouton, tu as un super formulaire de feedback qu'il faut remplir. Là, c'est le MVP qui vous parle. Remplissez les feedbacks. Je vous jure qu'ils sont utilisés parce qu'en fait, moi, j'ai vu des feedbacks. Dans les 72 heures, ils étaient intégrés. Donc, allez-y. Et donc, très important... Je préfère le rose. Voilà. Alors, très important, c'est que la partie Copilot, donc vous êtes en environnement normal ou en environnement Early Access, vous n'avez pas exactement déjà la même chose. Moi, je vous montre la partie Early Access. Les gens qui sont dans la partie normale, vous avez 2-3 boutons dont je vais vous parler en moins qui changent tout. Et donc, qu'est-ce qu'on voit à cet écran ? Déjà, on n'est plus dans l'expérience très old school avec plein des bons vieux menus, du post-back de partout, c'est-à-dire vous cliquez sur un bouton, ça rafraîchit la page et on attend 2 minutes. On est dans une expérience extrêmement fluide. On a la zone principale, c'est la zone de prompt qui est énorme, on le voit. On voit dans les petits boutons qu'il y a même des boutons pour passer en mode code. Donc techniquement, je ne l'ai pas essayé, on est censé pouvoir faire du inline Python. Je ne l'ai pas testé. On a donc tout un éditeur visuel. On rappelle qu'on mettait des textes et on faisait un peu de Markdown, un peu dégueu. Là, on a un éditeur de texte. Mais c'est surtout à droite. Tous les menus en haut, topic, test, rubrique, ils sont plus là. On a juste un menu à droite qui commence en gros par un gentil Microsoft IQ qui est que tu peux mettre
sur la prochaine image, comme ça on va pouvoir le regarder. Et donc déjà de base, je peux me connecter directement à des technologies comme Foundry IQ, Microsoft IQ, etc. L'IQ, on rappelle, c'est vous aviez à la base le graphe Microsoft qui est la connexion entre vous et vos données et les relations entre elles, la couche sémantique qu'on appelle souvent vulgairement le Tunnel Graph Grounding, et l'IQ qui rajoute une notion d'ontologie et de contexte et de compréhension professionnelle en plus. Et donc ça existe dans Fabric, etc. On en a parlé dans plein d'émissions. Du coup, tu peux passer donc à la suivante. Ce qui est super intéressant, ce qu'on voit dans l'image suivante, globalement, c'est qu'on a beaucoup de modèles. Ouais, c'est l'image numéro 3. Donc l'image numéro 3, donc, c'est les modèles, on en a plein. Donc là, je suis bien sûr en environnement preview, dans un moment où j'ai tout accepté. On a du Mistral, on a du Claude, on a du GPT. J'ai pas cliqué sur activer Grok, mais voilà. Enfin, on a globalement tout ça. Donc ça, c'est super intéressant en termes de qualité là-dessus. Et donc oui, si tu passes, on va passer globalement à la suivante aussi, comme ça permet d'aller plus vite. On a une notion de skills. Et donc cette notion de skills, où là, je vois un gros drag and drop. Donc déjà, ça veut dire que je vais venir avec des packages de skills. Quand je dis que les feedbacks vont vite. Jour 1, on devait juste écrire à la main des skills. Jour 2, on peut les déposer. Jour 5, on peut mettre des zips directement. Voilà, juste pour donner la vitesse à laquelle Microsoft prend les feedbacks. Et donc, si tu mets la suivante, globalement, les skills, c'est une révision profonde et complète de ce qu'on appelait les rubriques. Historiquement, les rubriques, c'était des mini-workflows. Qu'on utilisait un prompt pour décrire les conditions de rentrée dans ce workflow, et des tâches, elles venaient s'enchaîner globalement. Et on pouvait dire, là j'ai des variables, là appelle pour automate, là appelle tel outil. Ou on utilisait un prompt global de l'agent, où on lui demandait d'utiliser tel outil. Tel outil de telle manière. Voilà, et vu que c'était pas très fiable, on devait toujours faire /, choisir à la main l'outil. Alors, pour la tâche 1, fais / le nom de l'outil, pour la tâche 2, machin. Moi, j'ai eu très très peur. Quand l'outil est sorti, j'ai des gens qui étaient là au bureau le jour où je suis sorti, ils m'ont vu extrêmement chanchon. J'ai vu les rubriques disparaître. C'est rare. Non, c'est rare. Voilà, ça n'arrive jamais. Non, là, j'étais vraiment, vraiment chanchon, à avoir mal à la tête. Mais l'idée, c'est que je voyais les rubriques disparaître. Comment je remets ça? Parce que c'était le sujet des conférences qu'on a donné le mois dernier. Le processus d'entreprise, ce n'est pas que de l'IA. Un processus d'entreprise, c'est un équilibre entre des processus existants qui sont déterministes et des IA qui viennent s'intégrer au bon endroit. Et moi, mais j'ai plus mes topics, comment je fais la vraie vie. Alors, bien sûr, il y a Power Automate, mais Power Automate, je disais, désolé les gars, c'est lent. Alors, c'est là où tout a changé. Première chose, dans cette expérience, on est sur la nouvelle expérience de workflow de force. Donc, des Power Automate, mais dans la seconde. Donc déjà, fin de l'histoire. Power Automate lent, ça va être terminé. Ensuite, en fait, les modèles IA, ils ont grave évolué. Et ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que oui, vous avez votre modèle IA que vous voyez, mais en fait, Microsoft a des modèles d'orchestration qui viennent compléter les IA. Il y en a un dédié à Copilot 365, il y en a un dédié à Copilot Studio. D'ici la fin de l'été, ça sera le même pour les deux. C'est petite info pertinente. Et en fait, ces modèles, aujourd'hui, ils ont tellement évolué. Franchement, on a fait des tests avec des collègues. Surtout, je remercie Julien qui a fait beaucoup de tests hier soir. Et globalement, en fait, franchement, ils se trompent pas. Okay. Et même, en fait, c'est où avant, il fallait le nom exact de l'outil. Là, tu lui dis, j'ai besoin d'utiliser tel outil pour faire ça, telle connaissance pour faire ça. Il se plante pas. Franchement, impressionnant. Il respecte les successions de tâches. Les gens qui ont essayé de faire de l'IA, dire fais tâche 1, puis tâche 2A, puis tâche 2B, puis quand c'est ça, va à la 3C. C'était mort, hein. On faisait du Power Automate ou du topic. Il se trompe pas. Moi, ça m'a vraiment scotché et réconcilié avec l'outil. Et c'est ça qui est vraiment fou. Et donc, ce qui change, c'est que globalement, donc là, dans un exemple que j'ai fait l'agent HR classique, où j'ai donné toujours l'exemple, pour le télétravail, il faut faire un topic dédié qui, quand on parle télétravail, va choisir le document télétravail. Et donc, il fallait vraiment le forcer à la main en disant, et ça me faisait peur. Je voulais, pour garder de la précision, me dire, je veux cibler un document, je veux cibler un dossier en particulier, parce que c'est ce que je raconte depuis des années avec clients. Dire, sur ces questions-là, on sait que c'est dans le dossier RH et pas ailleurs, va pas prendre d'autres sources. Et va dans le dossier Remote Work, va prendre le bon truc. Et j'ai été terrifié, je lui dis, mais mes agents, ils marchent plus, c'est un gadget, votre truc. Et donc, j'ai enfin eu le temps d'un petit peu le reproduire. Et déjà, ma grande surprise dans l'image d'après, c'est que le mode test qu'on avait avant, où j'avais un petit chatbot à droite qui n'avait aucun rapport avec le monde réel. Donc déjà, c'était les problèmes entre ce que je testais et ce que j'avais. J'ai là l'équivalent d'une vraie fenêtre Teams, où j'ai un mode debug, où à l'écran, je vois toute la réflexion, et j'ai un mode end user, où en fait, c'est Teams, globalement.
Donc déjà, fini de ces histoires-là. Et je le vois utiliser mes skills, utiliser ses connaissances, utiliser mes recommandations. Je lui dis, tu as un dossier télétravail à n'utiliser que quand c'est le télétravail. Donc j'ai fait un skills télétravail. Il a compris que c'est le skills comme si c'était un topic. On le voit, c'est la première chose qu'il fait si c'est lisible. C'est on parle télétravail, c'est le topic télétravail. Dans le topic télétravail, je lui dis, dans le topic lapsus, dans le skills télétravail, je lui dis j'ai un dossier télétravail, utilise uniquement son contenu. Je m'attendais pas à grand chose, j'ai été bluffé. Alors j'ai affiché toute la réflexion pour montrer que c'est nouveau et franchement c'est cool. Et du coup la dernière petite news globalement que je voulais montrer après, c'est l'intégration de la nouvelle expérience de test dans Copilot Studio. Jusqu'à présent, je mettais une question, j'avais une réponse, et je pouvais évaluer la réponse sous différents critères. Pour les gens qui ne savaient pas, alors peut-être qu'ils ne le savent pas, mais globalement, je pouvais dire, regarde la qualité, regarde la similarité par rapport à une proposition, cherche des mots-clés, des températures, des valeurs, voire même, je mettais des prompts je mettais même des tests personnels. Je lui disais, alors la réponse, tu regardes, il y a ça, puis ça, donc je pouvais même mettre un prompt. Là, on va un cran plus loin dans ce qu'on montre à l'écran, c'est que là, je vois pas mes exemples de réponses, je vois juste une colonne avec des nombres, parce que ces nombres, ça correspond à des conversations. Et je crois que je l'ai mis dans la capture encore d'après. Je fais transpirer la régie, là, tellement je vais vite. Ouais, vas-y, tu peux le mettre. C'est que maintenant, il évalue des conversations entières. Donc tout ce que j'ai dit, c'est que maintenant, c'est carrément la conversation intégrale qui est évaluée, avec l'usage des outils, l'usage des skills au bon endroit, vraiment la forme, le fond, la façon de faire. Et c'est vraiment super. Ce qui est assez proche, Romain, de ce qui avait été présenté à la Build aussi. Ouais. Il montrait que sur Researcher et Cowork, à terme, là, il y aurait l'auto-évaluation sur le fait d'atteindre la mission. C'est-à-dire, est-ce que tu as réussi à faire ce qu'on t'a demandé? Est-ce que l'utilisateur était content? Est-ce que tu as bien appelé les outils, etc. Et c'est une manière pour les agents demain de s'améliorer. Et du coup, ça résonne pas mal avec ce concept-là, du coup. Est-ce que tu serais pas en train de teaser un monde où, finalement, qu'on soit en Agent Builder, en Copilot Studio ou en Foundry, on a la même interface. Ce n'est que, finalement, tes droits de gouvernance et d'utilisation d'outils qui vont juste changer. Parce que finalement, peut-être, c'est ce qui va se produire. En tout cas, de plus en plus. Donc, si je résume, Romain, du coup, pour qu'on aille sur le sujet fabrique derrière, oui. Assez grand changement oui. sur ce côté capacité de création, ça, dans une fenêtre de prompt beaucoup plus large, parce que tu vas, un peu comme tu l'as présenté, Maxime, de plus en plus spécifier précisément ce que tu veux. Et vu que l'interprétation derrière est meilleure et que les mécanismes créés, soit d'orchestration, d'appel d'outils, ou de génération de Power Automate est quasiment parfaite, bah on est vraiment sur du prompt to agent. C'est le prompt qui me crée mon agent, quoi. C'est ça. Par contre, je rappelle aux gens, parce que j'ai eu des gens qui ont fait des raccourcis que je n'aime pas, désolé, même on peut être en désaccord tous, c'est pas l'interface par défaut. Try new experience. Essayez une nouvelle expérience. On aime ou on n'aime pas, c'est une nouvelle manière de développer les agents. C'est une nouvelle façon de faire qui, pour le moment, en termes de communication, sera parallèle à l'autre. Est-ce qu'elle va remplacer? On ne sait pas. Deuxièmement, c'est là, même si ça a été déposé chez tout le monde, ça reste essayer une expérience. Donc, c'est là où Microsoft n'est peut-être pas clair. C'est une preview. Bien sûr. Donc, elle est incomplète. Je ne l'ai pas montré là. Il n'y a pas tous les connecteurs. Il n'y a pas toutes les sources de données. Les sous-agents viennent d'être désactivés. Donc, c'est une preview. Et donc, pour les questions qu'on m'a posées, demain matin, je donne 3 heures de formation. Je vais la faire sur l'expérience habituelle. Parce que aujourd'hui, je pense qu'avant le mois de septembre, ça va bouger tous les jours. D'ailleurs, moi, en tant qu'MVP, je fais des feedbacks. Dans les 48 heures, ils sont intégrés. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de l'essayer. C'est bien pour les IT pros d'aller dessus. Par contre, pour les débutants ou makers, moi, je vais continuer à les mettre sur l'expérience habituelle qu'on a depuis 2 ans. En tout cas, au moins, jusqu'à la rentrée. Ça montre la vision. Et ça montre la vision. J'approuve complètement, oui. Que tu approuves. Bah, merci aussi pour la petite synthèse là-dessus. Et ça montre surtout que ça marche bien tout de suite. On est dans une preview qui déjà te bluffe. Et donc ne peut être que intéressante à suivre pour la suite. C'est ça. On va clore ce sujet-là, on va aller à la dernière partie. Et je suis content parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être la première fois dans l'histoire des têtes dans le cloud, en tout cas depuis longtemps. Depuis le début. Ouais. Depuis longtemps, on l'a peut-être fait une fois, où on arrive à traiter toutes les grandes thématiques. Modern Work, IA côté Azure, Dev avec GitHub, Copilot Studio et Fabric. Donc c'est normal que ce soit un peu plus long comme épisode parce que c'est assez dense. Khaled, est-ce que tu peux nous faire un petit récap on est à mi-juin 2026, des grosses avancées, de nouveautés
qui t'ont marqué sur Microsoft Fabric. Enfin, j'ai mon micro. Ah, exactement. On l'a retrouvé, le micro. On est passé de 4 à 5 juste avant, c'est pour ça que tout le monde ne se prononce pas aujourd'hui, parce qu'on n'a pas assez de micros, tout simplement. Mais Ok. on n'a pas eu le temps de les installer. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, aujourd'hui, Microsoft annonce énormément de nouveautés. Nous rappelons tous qu'il y a eu la build il y a pas très longtemps, avec une annonce majeure autour de Fabric qui est Ryfin. Exactement. Qui nous permet de construire une application au sein de Fabric. Peut-être qu'on en parlera dans une autre émission, mais aujourd'hui... Non, on en avait parlé rapidement, en effet, j'avais porté le Oui. sujet. C'est un SDK qui nous permet d'utiliser Fabric Tout à comme fait. back-end data pour aller développer de l'applicatif et porter l'applicatif. Mais depuis C'est la le projet build, Ryfin. Ryfin. Ouais, Oui, c'est ça. Ryfin. Oui, c'est ça, je ne sais pas comment on le dit, mais Ouais, voilà. pour le reprononcer. Entre-temps, donc, il y a eu les nouveautés Fabric habituelles et donc l'arrivée de pas mal de fonctionnalités en JA, donc qui permettent de renforcer la plateforme et de la rendre beaucoup plus fiable à l'utilisation, notamment sur tout ce qui est préparation de données, fiabilité opérationnelle ou analyse en temps réel de la plateforme. L'une des annonces majeures qui passe en JA, donc c'est la compatibilité de Microsoft Fabric avec GitHub Enterprise Cloud, qui nous permet de prendre en charge en fait la résidence de données. En gros, avant où on avait des problématiques de contrôle réglementaire, les lois RGPD, tout ça, qui nous permettaient pas de stocker en fait nos codes dans GitHub. Aujourd'hui, avec la compatibilité avec GitHub Enterprise Cloud, nous pouvons en fait stocker les données dans GitHub Europe, par exemple. Ok. Et, Ah oui, donc l'annonce, elle est côté GitHub, du coup, c'est la Data Residency Europe de GitHub, tout à fait. du coup, mais qui, toi, te soulage parce que... GitHub est déjà compatible avec Fabric, Oui. mais qui là, du coup, nous permet de rentrer dans les normes, Tout à du fait. coup, au moins sur la conformité RGPD. Je passe rapidement donc sur les autres sorties JA. Donc c'est le CDC côté CopyJob, donc c'est tout ce qui est le SCD type 1, type 2, c'est pour tout ce qui est en fait mise à jour des données dans Fabric de façon assez fluide. Donc on peut le voir ici. Donc c'est Tu peux le mettre à l'écran, Voilà. Antoine, l'incrémental copy. Tout à fait. Ensuite, on a l'arrivée en JA aussi de deux nouveaux connecteurs qui sont Apache Kafka et Azure Service Bus pour tout ce qui est streaming, événements, tout ça. Donc c'est la partie plutôt Real-Time Hub. Et une des grosses nouveautés, c'est l'arrivée aussi en JA du Refresh SQL Endpoint. Aujourd'hui, quand on rafraîchissait les données dans le Lakehouse, on avait un temps de latence sur le SQL Endpoint. Du coup, on ne comprenait pas pourquoi on avait un décalage entre ce qu'on affichait, par exemple, dans nos rapports et ce qu'on avait dans notre Lakehouse. Donc, une nouvelle activité qui arrive directement. Qui était déjà dispo en preview, mais qui était déjà dispo en preview. Elle était sortie il n'y a pas très longtemps, mais elle n'a pas mis beaucoup de temps pour passer en JA. On le rappelle, l'importance des JA, notamment dans un monde comme Fabric, où chaque petite feature est souvent soumise à preview ou JA. C'est-à-dire que, comme on n'a qu'un gros produit, mais plein de choses dedans, il y a des choses révolutionnaires qui sortent, mais que on ne met pas en production ou qu'on n'utilise pas avec nos clients, tant qu'on ne sait pas si c'est stable et maintenu par l'éditeur. Tout à fait. Ensuite, on va passer aux nouveautés preview. Donc, on commence par le niveau de stockage OneLake. En gros, aujourd'hui, donc on a plein de OneLake et on peut mettre des règles pour justement qui vont nous permettre en fait d'économiser en termes de coûts. Donc, par exemple, alors c'est peut-être la capture d'avant. Ouais, ok. En gros, on peut mettre des règles, par exemple, en cas de non-utilisation d'un lakehouse, au bout de, par exemple, 30 jours, on peut passer d'un stockage à chaud à un stockage, par exemple, à froid. Ok. Ce qui permet de réduire, en fait, les coûts de stockage. C'est ça. Donc, ça, c'est une news assez important, finalement. Tout à fait. Dans la manière, donc ça, c'est un sujet après lié à la disponibilité de la donnée. À chaud, on y accède plus vite qu'à froid. Mais du coup, si on passe, par exemple, si on utilise la donnée, elle restera toujours à chaud. Si on sait que c'est une donnée qui va être utilisée très peu dans le temps, ou une fois par an, une fois tous les je sais pas combien de temps,
à ce moment-là, on peut la passer enfin, il y a la règle qui va la passer en cool, et que si, par exemple, elle est réutilisée, elle va passer à chaud. Sauf que là, il va le faire de manière automatique. Donc, il vérifie ce qu'il pourrait automatiser. Lui, on regarde la sollicitation récente. Effectivement. Et les règles, on peut les définir par nous-mêmes. Donc, par l'utilisateur lui-même, il peut définir. Et tu pourrais dire, par contre, ce lakehouse, malgré ce que tu crois, je veux toujours qu'il soit à chaud. C'est-à-dire, il te paraît non utilisé depuis 2 semaines, mais en fait, quand on y accède, on y a besoin rapidement. Bah, c'est le principe, en fait. C'est que. Oui. C'est au lakehouse, en fait, la règle. Oui. Ok, c'est item par item. Du coup, c'est pas une règle générale. Non. Ok. Donc ça, autodimensionnement du fait de, en gros, enfin, autogestion du OneLake, du fait de basculer le stockage à froid ou à chaud. Alors, c'est peut-être pas item par item, mais peut-être au niveau du workspace. Pardon. Ok. C'est au niveau du workspace. Ensuite, donc on a l'usage du workspace aussi. Donc c'est ce qui nous permet de voir aussi qu'est-ce qu'on a comme stockage au niveau du workspace. On a la répartition en fait par item de qu'est-ce qui consomme réellement chaque item au niveau de notre workspace. Ça permet aussi de bien voir la répartition de charges entre les différents items et tout. Donc, et même en termes de facturation, ça aussi nous permet de voir qu'est-ce qui consomme le plus et de mieux, on va dire, gouverner notre plateforme. Notre plateforme, notre consommation. Donc amélioration de la visibilité des activités workspace en termes de gouvernance de la plateforme. Tout à fait. Je suis bon sur la récap. On passe au data warehousing. Donc, on a pas mal de nouveautés aussi. On a l'accélération GPU, c'est ce qui nous permet d'améliorer aussi les performances. Donc, c'est une fonctionnalité activée dans le portail admin. Elle a sûrement des coûts supplémentaires, mais du coup, ça nous permet, grâce à ça, d'avoir une meilleure utilisation et fluidité au niveau du warehouse. Pareil sur la partie monitoring, donc on a un Data Warehouse Monitor qui va nous permettre de suivre un peu comme dans SQL Server le plan d'exécution en fait des requêtes. Là, par exemple, le CPU time, le data, le cache usage et autres. Donc, c'est pratique quand on veut voir qu'est-ce qui, pareil, consomme le plus au niveau de notre data warehouse et peut-être améliorer derrière les requêtes. Et ça, c'est via l'API ou c'est en natif Non, c'est en natif. C'est en natif. Directement accessible. Dans Fabric, ouais. Une fonctionnalité qui, normalement, devait être présente, mais là, bon, c'est l'alter colonne. C'est pouvoir modifier une colonne comme dans SQL, quoi. Okay. Donc, cette fonctionnalité n'existait pas. Maintenant, elle existe. Voilà. Ça paraît bizarre, non ? Oui, c'est... Tu voyais une colonne, quand tu l'affichais, vous ne pouvez pas directement dedans changer quelque chose. Non. C'est ça. Maintenant, on a la possibilité, via un script, de pouvoir la modifier. Ok. Côté Data Factory, nous avons donc l'activité de rafraîchissement des vues matérialisées. Avant, donc, il fallait construire un notebook avec des lignes de code pour rafraîchir les vues matérialisées. Aujourd'hui, on a une activité qui nous le permet de le faire. Okay. Donc, c'est fluide. Et pour terminer, donc, l'une des nouveautés aussi, c'est l'approval activity. L'approval activity, c'est on a un data pipeline. On va pouvoir rajouter une nouvelle activité d'approbation par un utilisateur. Donc, en gros, on veut lancer un certain traitement de données et du coup, on peut définir un utilisateur qui va pouvoir en fait valider ce traitement-là. Voilà. Ce qui est une bonne pratique. Alors, bonne pratique, oui ou non, enfin, ça dépend. Et quand tu dis un utilisateur, c'est plutôt un utilisateur tech, dev, ou métier ? C'est un utilisateur. Ça peut être. Parce que ça, c'est souvent une demande, c'est que le métier puisse des fois vérifier des intégrations, des choses comme ça. Ça va être à ce moment-là ? Alors là, c'est, on va la définir à une étape précise. Ça peut être en amont, donc de l'exécution du pipeline, pour dire, avant d'exécuter, j'aimerais bien quand même notifier et être approuvé par telle personne pour valider l'exécution de ce pipeline-là. Ça évite en fait de lancer par erreur. C'est une sécurité. C'est une sécurité en plus. Ah voilà. Oui, c'est ça. On veut sortir les chiffres officiellement, là, un peu la grosse annonce. Avant de les lancer, est-ce qu'on est bon sur tout le reste ? Et par exemple, ouais. En mode un peu showman. Donc, voilà, ta top features dans tout ce qu'on se dit, c'est quoi ton coup de cœur ?
Moi, je dirais c'est la sortie en GA de GitHub Ok. Enterprise Cloud. Et alors, et c'est vrai, et j'apprécie que tu le fasses aussi, Raled, parce que il y a trop de JL, donc on n'a pas le temps de les citer dans les têtes dans le cloud. Mais c'est, encore une fois, je reviens dessus, c'est pas anodin le passage en JA. C'est l'utilisation officielle de la feature, ce qui peut-être nous vend du rêve quand elle est annoncée, qu'on a envie d'utiliser dès que possible parce que ça change le métier, mais qu'on ne peut pas se permettre de mettre en production. Tout à fait. Donc là, avec la disponibilité de cette fonctionnalité-là, donc on peut mettre en production. On a Azure DevOps, on a GitHub, voilà. On a et la data residency de GitHub, notamment sur des sujets data, est un enjeu énorme. On nous a pas mal challengé sur la data residency de Claude dernièrement, et pas encore en Europe. Sur GitHub, c'était attendu par pas mal d'entreprises, en effet, pour éviter de justifier des flux de données hors territoire européen. Sinon, on est obligé contractuellement de se mettre en conformité d'un point de vue RGPD dès qu'on a du traitement de données à l'extérieur. C'est ce sujet-là, pour la RGPD. Alors que quand c'est en Europe, on doit s'assurer que ce n'est pas de la donnée personnelle, d'avoir l'accès juste au bon moment à la bonne personne, etc. Toutes ces règles-là, mais on n'a pas en plus le côté juridique de justifier pourquoi je traite de la donnée à l'extérieur. Donc c'est quand même assez important, cette annonce de la data residency sur GitHub. On va terminer sur ces derniers sujets. Je te remercie, Raled. Merci à tous. Alors, on a Kevin qui a déjà disparu et il nous avait dit en démarrant, faut vraiment qu'à 14h je file, et je lui avais dit, on verra si on dure jusque-là. Forcément, quand on passe à 5, le calcul est vite fait. Pas mal d'annonces, donc on le répète très rapidement. C'était l'épisode 34 des Têtes dans le Cloud. On a évoqué la GA de Copilot Cowork, mais aussi son nouveau type de tarification. L'arrivée de Mythos et surtout de Fable 5 pour les entreprises par Anthropic, mais aussi sa disparition. L'arrivée et surtout le témoignage, parce qu'on l'avait annoncé, de Maxime sur GitHub Copilot App, qui est, d'après lui, une révolution, et on en est convaincu. La nouvelle expérience studio, qui va être une vision vers l'avenir de ce que pourrait devenir la création d'agents dans Copilot Studio en beaucoup plus descriptif, finalement, à l'écrit, et qui a l'air de déjà bien fonctionner. Et des GA assez clés sur Fabric, notamment la Data Residency GitHub, qui nous permet de l'utiliser complètement. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous encourage, comme d'habitude, à commenter l'épisode, à le liker, à le partager et à vous abonner à la chaîne. Et on vous dit rendez-vous à très bientôt. Et il commence à faire très chaud dans cette salle. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir.